Ok, maintenant on est sur mon ordi, et maintenant on va regarder ensemble. Ouais, il y a quand même pas mal d'étapes qu'on va voir ensemble là, donc accroche-toi. Tu veux passer freelance, mais tu sais vraiment pas comment t'y prendre? Eh bah écoute, là dans cette nouvelle vidéo, je vais te proposer un guide complet que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en freelance, et je vais t'expliquer toutes les étapes pour passer de salarié en CDI à consultant freelance qui a une mission et qui vit de son activité. Donc vraiment, on va parcourir toutes les étapes. Donc la première étape, ça va être de quitter ton CDI. Donc on va regarder qu'est-ce que tu dois prendre en compte pour quitter ton CDI, comment négocier ta rupture conventionnelle ou sinon, le cas échéant, poser ta démission. Après, on va regarder quel est le choix de ta structure que tu vas devoir prendre pour lancer ton activité, que tu pourras faire durant ton préavis de départ. 3, on va regarder toutes les étapes dans le détail pour trouver une mission en freelance. Donc vraiment, après cette vidéo, tu devrais être capable d'être autonome pour trouver une mission en freelance. Et enfin, 4e, on va regarder toute la partie gestion de ta trésorerie et la gestion des actions administratives qu'il faudra que tu mettes en place pour gérer ton activité de freelance. Vraiment, cette vidéo, elle se veut très complète. C'est vraiment le guide complet que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé en freelance il y a bientôt 5 ans. J'espère que tu es prêt. Allez, vas-y, on va regarder sur mon ordinateur. On va y aller étape par étape. Alors, tu es salarié en CDI. Quelles vont être les grandes étapes pour être freelance en mission? Donc elles sont au nombre de 4, donc il va falloir quitter ton entreprise actuelle, monter ta propre entreprise, trouver une mission en freelance et sécuriser ta trésorerie et l'administratif. Alors si on regarde la première partie qui est de quitter ton entreprise actuelle. Alors la première phase, ça va être une phase de préparation. Tu vas devoir en fait analyser ta situation. Donc ta situation personnelle, déjà un peu faire le tour sur tes motivations. Pourquoi tu veux être freelance? Est-ce que tu es prêt à vouloir être freelance? Parce que voilà, il va falloir être un peu autonome, il va falloir te prendre en main. Voilà, il ne va plus avoir en fait cette attitude un peu de salarié où tu attends qu'en fait tout te tombe dans les bras. Non, là c'est toi qui vas devoir prendre le lead et qui va devoir mener des actions et voilà, t'auto-gérer, gérer ta propre entreprise. Donc ne t'inquiète pas, c'est très facile en suivant cette méthodologie, mais voilà, il faut quand même que tu aies le bon mindset, le mindset d'entrepreneur, de freelance. Il va falloir aussi analyser ta situation familiale, car oui, ta situation familiale, est-ce que tu es en couple? Est-ce que tu projettes d'avoir des enfants? Car oui, par exemple, là, si tu projettes d'avoir des enfants, alors est-ce que c'est le bon moment pour te lancer en freelance? Je pense pas. Pareil, si on regarde ta situation financière, si tu veux faire un investissement immobilier, écoute, reste en CDI, fais d'abord ton investissement immobilier et après, tu pourras te lancer en freelance. Ou inversement, si tu n'as pas forcément un investissement, mais par exemple ta compagne, elle est stable, elle a un revenu régulier, écoute, là c'est le bon moment pour te lancer parce que voilà, dans ton couple, il y a une personne qui est stable et toi, tu pourras te permettre de te lancer en freelance. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape. Donc analyser ta situation pour être sûr que voilà, c'est le bon moment pour y aller. Deuxième étape, ça va être, oui, de mettre de la trésorerie de côté. Donc idéalement, 2 à 3 mois de trésorerie de ton salaire que tu as actuellement. Donc voilà, je ne sais pas, si tu gagnes actuellement 2500 € net, ça serait bien d'avoir minimum 5000 €, voire 7005. Parce que voilà, quand tu vas te lancer en freelance, tu vas forcément avoir quelques semaines de recherche de mission. Et du coup, ça sera intéressant en fait de pouvoir compter là-dessus, quoi. Voilà, un petit tip, ouais, c'est que tu recevras le solde de tes congés payés non utilisés à ton départ. Donc, essaye d'avoir déjà en économie 2 mois de salaire. Et si tu as anticipé que pendant 6 mois, 10 mois, tu ne prends pas de vacances, tu les récupéreras à la fin. Donc, tes 5 semaines de congés payés, ça fera un peu plus d'1 mois de salaire. Et sache que tu les recevras à la fin quand tu quitteras ton entreprise. Après cette étape de préparation, écoute, là, va falloir faire l'étape de décision, parce qu'à un moment, va falloir se décider. Donc, avant, c'est pour ça que c'est en pointillé, tu pourras faire, si tu le souhaites, tu pourras tester le marché. Donc, tu pourras commencer à contacter quelques recruteurs en cabinet de conseil, en ESN, des recruteurs de freelance, pour s'ils ont des missions à proposer, pour pouvoir tester ton profil. Tu vas pouvoir aussi postuler à quelques offres de freelance pour voir un peu le retour, si tu le souhaites. Si ça peut te réconforter et te donner un peu plus confiance en toi, tu peux le faire. Mais sache que dans tous les cas, tu ne pourras pas prendre ces missions. Tous ceux qui sont en CDI et qui n'ont pas encore posé leur démission ou négocié leur rupture conventionnelle, ils n'auront aucune mission. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu auras 3 mois de préavis de départ. C'est le préavis de départ standard des cadres. Et du coup, personne ne t'attendra sur une mission freelance avec ces 3 mois. Parce que voilà, une mission freelance, c'est 4 à 5 semaines maximum pour trouver un freelance. Et du coup, ils ne t'attendront jamais 3 mois. Par contre, si tu as envie de tester et voir l'attractivité de ton profil, tu peux. Mais sache que tu ne pourras faire aucune mission. Voilà, pour pas que tu sois frustré si tu commences à avancer dans le process.
Et donc, une fois que tu as fait ça ou pas, il faudra prendre cette fois la décision ferme de te lancer en freelance. Et voilà, ce que j'ai mis un petit rappel, c'est que le bon moment n'arrive jamais. Voilà, le marché est certes un petit peu tendu en 2025, mais il y a plein de consultants que j'accompagne qui trouvent des missions. Et il y a des missions qui sortent tous les jours sur les plateformes de freelance. Donc, certes, c'est plus tendu, c'est plus compliqué qu'en 2020, en 2021, en 2022. En 2022, c'était vraiment l'apothéose, c'était voilà, c'était le top. Mais le bon moment n'arrive jamais. Là, c'est un peu tendu. Peut-être que dans 2 ans, ça sera encore plus tendu. Donc, si tu as vraiment pris la décision de vouloir partir freelance, eh ben, écoute, n'attends pas et vas-y, lance-toi. Donc, une fois que tu as pris ta décision, donc, il y aura la dernière partie qui est la partie de démission. Donc, la partie de démission, tout simplement, tu vas avoir 2 possibilités. La première possibilité que tu devras toujours faire, c'est de négocier ta rupture conventionnelle. Peu importe si tu l'as ou tu l'as pas, mais il faut tenter. Et un petit retour d'expérience que j'ai eu, donc j'étais en cabinet de conseil quand je me suis lancé là, du coup, il y a 4-5 ans en freelance. J'étais dans un cabinet de conseil qui s'appelle PwC. Peut-être que tu connais, peut-être que tu ne connais pas, mais c'est un des grands cabinets de conseil de la place. Et ce qui courait dans les bruits de couloir, c'était que ça n'existait pas, la rupture conventionnelle dans un grand cabinet de conseil. Eh bien écoute, c'est complètement faux. J'ai réussi à négocier ma rupture conventionnelle du coup en 2020, mais sache qu'il y a encore des ruptures conventionnelles qui se font toujours actuellement, et sache qu'il y a une stat qui est sortie, plus de 40% des personnes qui sortent en cabinet de conseil, les 40% c'est avec une rupture conventionnelle. Donc c'est archi faux quand les RH elles te disent ouais mais si jamais tu démissionnes, il faut que tu poses ta démission, on n'acceptera pas la rupture conventionnelle. Non, tu peux négocier une rupture conventionnelle. Donc voilà, quelques motifs qui peuvent fonctionner, c'est voilà, de dire à ton manager ou à ton directeur, je veux changer d'activité, je veux monter ma propre entreprise, voilà, voilà, il y a un peu trop de lourdeur au niveau de l'entreprise, j'ai besoin d'autonomie. Ça, c'est des motifs complètement valables pour négocier ta rupture conventionnelle. Voilà, sache que ça dure 2 à 4 semaines pour faire une rupture conventionnelle. Et si tu n'as pas de rupture conventionnelle, il faudra voilà, démissionner en envoyant ta lettre par recommandé. Donc avec un préavis de départ de 3 mois. Voilà, une fois que tu as pris ta décision ferme, il faut y aller. Donc même si tu essayes de négocier ta rupture conventionnelle, si ça ne fonctionne pas, au bout d'un moment, il va falloir y aller, il va falloir poser sa DEM. Et si en fait tu stresses un peu de poser ta DEM, c'est tout simplement, voilà, si on prend un peu de recul, c'est voilà, que faire si je n'ai pas de rupture conventionnelle? Voilà, déjà, la rupture conventionnelle n'est pas obligatoire pour te lancer, car il faut voilà, 6 à 8 semaines pour trouver une mission en freelance, c'est la moyenne. Donc 2 mois de trésorerie, c'est largement suffisant. Et si en plus tu es en couple avec une personne qui est stable, voilà, vous pouvez essayer de répartir un peu les charges pendant cette période de transition. Et sache que voilà, la rupture conventionnelle, donc avec les ARS, les indemnités chômage, c'est plus la fête non plus en 2025. Il y a eu des réformes fin 2024, début 2025 qui sont passées. Déjà, on a baissé le taux horaire que tu as par rapport à ton ancien salaire. Donc avant, en 2020, tu avais 80%. Maintenant, c'est plus que 65%, 65-70%. Donc, c'est pas grand-chose. Et en plus, tu as une contrainte forte qui est que 2 jours par semaine, tu dois être chez France Travail ou justifier de temps de recherche d'emploi. Donc ça, c'est assez négatif. Et dans tous les cas, voilà, le troisième point, c'est qu'au bout de 6 mois, tu as la possibilité de demander les ARS. Donc même si tu poses ta DEM, au tout départ, tu n'as pas le droit aux indemnités de chômage. Mais par contre, passé les 6 mois, tu auras, même si tu as posé ta DEM, tu auras le droit de demander les ARS. Donc, au bout d'un moment, il faut te lancer. Si tu arrives à négocier ta rupture conventionnelle, c'est génial. Si tu n'y arrives pas, écoute, il faut poser ta DEM et y aller, quoi. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est monter ta propre entreprise. Du coup, monter ta propre entreprise. Voilà. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. Donc, tu vas devoir créer ta structure d'entreprise. Alors, pour créer ta structure d'entreprise, je ne vais pas y aller par 4 chemins, tu vises auto-entrepreneur. Il n'y a qu'un seul cas où tu ne dois pas prendre le statut auto-entrepreneur, micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est le même statut, c'est quand tu as négocié ta rupture conventionnelle. Si tu as négocié ta rupture conventionnelle, effectivement, il y a un petit montage qui est bien sympathique que tu peux faire, c'est créer une SASU. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail dans cette vidéo, ça sera plutôt le sujet d'une autre vidéo, mais si tu fouilles un peu sur Internet, tu verras qu'il y a un petit montage sympathique à faire. Si tu as le droit à ta rupture conventionnelle et donc aux indemnités chômage, tu peux monter ta boîte SASU, continuer pendant 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant, à toucher tes indemnités chômage et avec ta SASU, commencer à facturer tes clients de freelance et qui te payent sur ta SASU. Mais par contre, pendant 1 an et demi, 2 ans, tu ne touches pas
les revenus qui sont sur ta SASU, tu les laisses là-dessus, tu les laisses sur ton entreprise et tu ne peux vivre qu'avec les indemnités chômage. Donc voilà, c'est un petit montage classique qui se fait bien. Donc voilà, ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais sache que si tu as ta rupture conventionnelle, renseigne-toi et tu peux monter une SASU. Sinon, dans tous les cas, tu dois monter ton auto-entreprise, prendre le statut auto-entrepreneur. Pourquoi? Franchement, l'inscription est hyper rapide. Tu vas sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et en moins de 5 minutes, tu as créé ton auto-entreprise. Elle sera validée au bout d'une semaine, voire moins. Ça va te donner ton cabis et à partir de ce cabis, c'est là où ça commence. Tu vas pouvoir après aller sur les plateformes de freelance, on regardera ça juste après, ou commencer à démarcher les entreprises parce que voilà, une fois que tu as ton cabis, en fait, c'est ton immatriculation d'entreprise et du coup, tu pourras commencer à facturer. Donc voilà, inscription rapide, tu as un administratif aussi simplifié. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas sur le site, tu auras une déclaration de chiffre d'affaires au semestre, donc une fois par semestre, et en fait, ça te prend littéralement 5 minutes, quoi. Il n'y a vraiment pas d'administratif quand tu es auto-entrepreneur. Et aussi, il n'y a pas de comptabilité, ce qui est génial, alors que quand tu montes une SASU, là par contre, tu vas devoir prendre un expert comptable et un comptable voilà, qui te fasse un bilan en fin d'année et qui fasse ta comptabilité. Voilà, c'est légal. Alors que le statut auto-entrepreneur, tu n'en as pas besoin. Donc vraiment, quand tu démarres, tu prends ce statut-là, tu ne poses pas de questions. En fait, c'est au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, quand tu auras bien pensé ce statut d'auto-entrepreneur, là, tu pourras envisager d'aller voir un expert comptable qui t'accompagne pour monter ta propre structure. Et suivant en fait de ta situation familiale, économique, etc., là, il va pouvoir t'accompagner pour choisir la meilleure structure possible pour continuer ton activité de freelance. Mais vraiment, pour essayer de rester un maximum sur le statut auto-entrepreneur parce que c'est vraiment le meilleur des statuts pour commencer à te lancer. Donc voilà pour créer ta structure d'entreprise. Après, une fois que tu as créé ta structure d'entreprise, tu vas devoir créer ton compte bancaire pro. Il faut dissocier ta trésorerie, enfin il faut dissocier ta banque personnelle de ta banque professionnelle. Ça sera plus facile pour ta comptabilité, même s'il ne faut pas la suivre. Il faudra quand même un minimum. Alors, même si administrativement et légalement tu n'as pas besoin de la suivre, pour toi, ça sera plus facile de suivre tes dépenses sur un compte bancaire pro que sur un compte bancaire personnel. Et moi, ce que je te recommande, c'est ce que je fais depuis 5 ans, c'est j'ai mon compte bancaire pro et en fait, je ne me verse pas la totalité de des revenus que je gagne de mon activité de freelance. Et en fait, je me verse, entre guillemets, comme un salaire. Et c'est comme ça que je peux bien différencier entre les dépenses et les revenus pro de mes dépenses personnelles. Donc tu vois, là, moi, ça fait 5 ans, même si je me fais des mois à 10 000 ou 12 000 euros que je facture en chiffre d'affaires à un client, ce n'est pas les 10 000 ou 12 000 euros que je mets sur mon compte perso. Alors déjà, d'une, on le verra plus tard, parce qu'il y a l'URSSAF et la TVA qui passent dessus, donc ça va pas mal le retrancher. Mais surtout, ça ne sert à rien de verser la totalité. Prends plutôt, garde en fait le rythme de te verser un salaire, tu vois, par exemple 2 500 euros. Moi, je me verse 2 500 euros chaque mois depuis 5 ans. De mon compte pro vers mon compte perso. Et après, avec ces 2500, je paye le loyer, j'utilise mes dépenses, je paye Internet, mon mobile, l'électricité, etc. Mais comme ça permet de faire une bonne distinction entre tes frais professionnels et tes frais de compte particulier. Donc voilà, crée-toi un compte bancaire pro. Tu peux t'en créer un de compte bancaire pro une fois que tu as ton cabis. C'est pour ça que c'est la deuxième étape. Et franchement, en termes de banque, franchement, tu ne te prends pas la tête. La meilleure banque, mais ça je te signe de n'importe où, c'est la banque Conto. Moi, c'est celle que j'utilise depuis 5 ans et franchement, c'est la meilleure des banques. Elle est hyper simple déjà pour créer le compte, c'est hyper simple, on ne te demande pas une tonne de documents. L'interface, c'est hyper user-friendly, c'est vraiment une banque digitale qui a été pensée digitale. Quoi d'autre? Il permet l'émission de factures parce que tu vas devoir émettre des factures et là depuis 1 an, donc depuis 2024, ils ont mis cette fonctionnalité gratuite, donc tu n'auras pas besoin de faire une facture Word à la main, que tu récupères un template, non, en quelques clics tu peux créer une facture et l'envoyer à ton client de manière automatique. Et en plus maintenant ils intègrent même, voilà, le dernier point, c'est les liens de paiement. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité depuis 1 mois. Avant il fallait utiliser Stripe pour générer des liens de paiement. Maintenant avec ta banque, ton compte bancaire Conto, c'est bon, tu peux l'avoir. Donc vraiment, je te mettrai un petit lien, donc ce sera un petit lien affilié, tu gagneras un peu d'argent et moi aussi. Si tu veux l'utiliser et créer une banque, passe par ce lien et choisis Conto. Vraiment, c'est une de mes meilleures recommandations que je peux te faire. Et tu vois, il n'y a aucun partenariat là-dedans. Après, une fois que tu as créé ton compte bancaire pro, il faudra créer ton compte impôt professionnel pro. Même si tu ne commences pas à encaisser, tu commences dès maintenant à créer ton compte. Donc, au lieu que ça soit impôt.gouv et après section particulier, tu vas sur impôt.gouv et tu sélectionnes section professionnelle et tu te crées ton compte.
Donc il y aura besoin de ton cabis, etc. Et une fois que tu l'as créé, voilà, donc tu auras une déclaration chaque semestre pour le lancement, et après, puis chaque mois, ça sera une reco au bout de 12 mois. Une fois que tu seras bien lancé dans ton activité, ce sera plus facile pour gérer ta trésorerie de faire une déclaration mensuelle au service des impôts pour ta TVA. Car oui, pardon, je suis allé un peu rapide. Pourquoi créer un compte sur impôts.gouv professionnel? Ça sera pour déclarer ta TVA. L'URSSAF, c'est pour déclarer ton chiffre d'affaires. Et les impôts, c'est pour déclarer la TVA. Voilà. Et donc la première question, parce que forcément tu verras sur internet, il y a des plafonds de TVA, etc. Donc est-ce que je dois déclarer la TVA tout de suite? La réponse est oui. Pourquoi tu dois la déclarer tout de suite? Parce qu'en fait déjà premièrement, toi et moi, on intervient dans des grands groupes, voilà, chef de projet, product owner, consultant, AMOA, peu importe. En fait, on est des B2B. Ça veut dire que B2B, c'est que tu factures la TVA, tu la collectes et tu la redonnes. Ça n'impactera jamais ton TJM. Donc, si tu veux facturer ton client donc à ton taux horaire, enfin donc ton taux journalier moyen, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, 600 € à la journée, c'est 600 € hors taxe. Et ils le savent, les entreprises. Donc après, tu rajouteras la TVA, donc 20%. Il n'y a pas de souci. Entre entreprises, on s'en fout. Eux, ils payeront du coup 20% supplémentaires de TVA, mais ils la récupéreront après derrière sur d'autres personnes. Donc vraiment, il n'y a aucun problème de facturer dès à présent la TVA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le plafond de TVA, qui est à 35 000 €. En fait, ce plafond-là, il est rapidement atteint. T'imagines, quand admettons que tu es payé 500 € de TJM par mois, donc tu es 20 jours en moyenne chez ton client, donc ça fait 10 000 €. Ça te fait 10 000 € du coup par mois que tu factures. Donc t'imagines, au bout de 4 mois, tu dois déjà facturer la TVA. Et en fait, ce qui se passe, il y a beaucoup d'histoires sur Internet, etc., de retours d'expérience où des gens ils se font rattraper par la TVA. Bah, pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils ont oublié qu'au bout d'un moment, ils ont dépassé le seuil de TVA et en fait, ils ont continué à facturer, tu vois, 10 000 € par mois. Et sauf qu'au bout d'un an, il y a l'URSSAF qui tape à la porte, contrôle fiscal, et là, ils te disent « Ah, mais monsieur, vous n'avez pas facturé la TVA ». « Ah, mais je ne savais pas, etc. » Bah oui, très bien, bah du coup, en fait, on va considérer que sur vos 10 000 €, il y avait déjà 20% de TVA, et du coup, on va vous déduire ça. Et du coup, les personnes, bah, elles ne le savent pas, et quand elles se font contrôler, et bah, ça peut monter vite, parce que du coup, elles vont dire « Ah, bah, vous nous devez 10 000, 20 000, 30 000 €. » Donc, ça, c'est le deuxième point. Pour éviter cette situation, facture directement la TVA. Franchement, ça n'a aucun impact sur toi, sur tes revenus. Tu la factures en plus, l'entreprise, elle s'en fout, et après, tu la redistribues. C'est totalement transparent. Là où il y a un impact, c'est quand tu travailles avec des particuliers. Donc effectivement, là, quand tu travailles avec des particuliers, c'est chiant parce que du coup, voilà, une prestation que tu aimerais faire à 100 €, bah du coup, tu vas devoir la facturer 120 €. Donc pour le client, lui, que ce soit 100 € ou 120 €, bah il y a une grande différence quoi pour lui. Alors que toi, tu vas devoir donner les 20 € de TVA. Donc voilà, donc le plafond de TVA rapidement atteint, les risques des contraintes, c'est 30 000 par semestre ou par mois pour déclarer. Versus le risque d'oublier de faire attraper par les impôts. Et dernière étape pour créer ton entreprise, c'est prendre une assurance de responsabilité civile. Voilà, c'est obligatoire pour travailler avec les ESN, les intermédiaires, j'y reviendrai juste après, mais ils demandent en fait que tu prennes une assurance responsabilité professionnelle pour pouvoir effectuer ton activité. Donc ça coûte entre 15 à 25 €, donc tu vois, c'est pas non plus excessif. Moi je suis au Crédit Agricole, c'était parce que c'est ma banque physique que j'ai déjà. Je n'ai pas fait de comparatif, je crois que ça se vaut, donc après à toi de faire des recherches, mais sache qu'il faut que tu prennes cette assurance, c'est obligatoire, et elle te couvre, je crois, sur un montant de 1 million € de dommages. Admettons, je sais pas quoi, tu travailles en e-commerce et que avec ton équipe projet, tu fasses tomber le site web et qu'ils perdent 100 000 € de chiffre d'affaires, admettons, et que le client veuille se retourner contre toi, bah du coup, tu es couvert, voilà. Donc ça, c'est vraiment les 4 choses obligatoires. Donc crée ta structure d'entreprise, donc auto-entrepreneur ou une SASU si tu as ta rupture conventionnelle, crée ton compte bancaire pro, crée ton compte impôt professionnel et prends ton assurance responsabilité civile professionnelle. Voilà. Et voilà, les autres outils pour freelance, qui ne sont pas obligatoires mais qui sont fortement conseillés, c'est d'acheter un nom de domaine. Ton nom, quoi, ou si tu as envie de nommer ta boîte, je sais pas, par exemple, moi c'est Lucas Sharon, mon diminutif, mon acronyme c'est LSA, j'aurais pu prendre mon nom de domaine LSA Consulting, et du coup, avec ce nom de domaine, tu peux prendre une adresse email professionnelle, donc soit un Gmail Pro, soit une adresse professionnelle via OVH avec l'achat de domaine.
et comme ça, ce sera beaucoup plus sympa pour les entreprises et du coup plutôt, on va dire, on va voir que tu es dans une prestation long terme de consultant freelance, parce que du coup, ce sera beaucoup plus professionnalisant d'avoir une véritable adresse email professionnelle que avoir lucas.charon@gmail.com. Alors ça, elle existe, c'est mon adresse de particulier, mais j'ai mon adresse email professionnelle. Il faut que tu l'utilises toi aussi. Après, du coup, tu auras Canva Pro, que je te recommande fortement d'utiliser. Tu pourras l'utiliser pour créer ton CV personnalisé, pour postuler et trouver une mission. Parce que voilà, maintenant tous les recruteurs ils voient que des CV Canva, donc ils en ont marre. Donc en utilisant Canva Pro, ça te permettra en fait d'aller un peu plus loin et d'utiliser des templates payants qui sont beaucoup plus intéressants et un peu moins vus des recruteurs. Donc vraiment, utilise Canva Pro et en plus tu peux le payer au mois, l'utiliser que 2-3 mois et après t'arrêter. Et enfin LinkedIn Premium, donc ça te permettra de ranker un peu mieux dans les résultats de recherche et aussi ça permettra aux personnes de t'envoyer des messages sans que tu sois connecté avec elles. Donc c'est pas mal non plus. Voilà, ça coûte 300 € à l'année, à toi de voir. Je pense que ça vaut le coup, enfin c'est optionnel, mais ça vaut le coup de le prendre. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, que tu as créé ton entreprise, bah voilà, tu as créé ton entreprise, tu as créé ton bancaire pro, et du coup, tu as posé ta démission ou négocié une rupture conventionnelle. Donc là, maintenant, tu es dans ta période de préavis de départ. C'est là où tu as créé ton entreprise. Donc pendant que tu es dans ton préavis de départ, donc par contre, pendant que tu es dans ton préavis de départ, tu peux commencer dès maintenant à trouver une mission en freelance. Parce que du coup, maintenant, tu as une date précise de fin. Donc par exemple, elle peut être dans 2 mois ou voire dans 1 mois, suivant la période où tu commences tes recherches. Et ça sera beaucoup plus rassurant en fait et possible pour un recruteur parce que du coup, il va te demander tout de suite quand est-ce que vous êtes disponible. Et en fait, quand tu n'as pas posé ta démission ou tu n'as pas encore une date de sortie de ton entreprise, bah, du coup, c'est compliqué d'avancer avec toi parce que du coup, la mission, il y a besoin d'avoir une véritable entrée qui va donner à son client. Et donc avec ton préavis de départ, tu auras vraiment une date de sortie. Donc maintenant, pour trouver une mission en freelance, quelles sont les étapes? Alors, les étapes pour trouver une mission en freelance, il y en a 4. Donc la première étape, c'est la préparation. Il va falloir que tu prépares ton CV, ton profil LinkedIn, etc. Après, il va y avoir du coup la prospection, où tu vas commencer à prospecter, ajouter des personnes sur LinkedIn, des recruteurs et rencontrer des SN. Et du coup, la troisième étape, voilà, ça va être de rencontrer les intermédiaires, donc les intermédiaires ou les recruteurs en cabinet de conseil, car c'est eux qui vont te mettre en relation avec les grands groupes, avec les missions de freelance en grands groupes. Et enfin, quatrième, ça va être les entretiens avec les clients finaux. Et une fois que tu as fait ce process, bah, du coup, tu auras trouvé ta mission en freelance. Alors, maintenant, la première étape, c'est d'abord de trouver ton positionnement. Donc, trouver ton positionnement en 2025, c'est obligatoire. Autant en 2022, en 2021 et même en 2020, à la sortie du Covid, on pouvait se permettre en fait d'être un peu généraliste parce qu'il y avait énormément de missions sur le marché. Sauf que, voilà, c'est un fait, en 2025, il y a beaucoup plus de consultants sur le marché, donc bah, il y a moins de place pour les freelances. C'est normal. Donc la clé pour trouver une mission, c'est de te spécialiser. Je te prends un exemple qui est le mien. Moi, j'ai une expertise en e-commerce et en CRM. Donc, j'ai une double expertise. Et j'ai une expertise fonctionnelle et pas technique. Donc du coup, moi, les missions, très naturellement, que je vais aller chercher, c'est les missions de product owner, de chef de projet, d'AMOA. Donc tu vois, plutôt les missions fonctionnelles et les fonctions qui sont reliées à l'e-commerce ou au CRM. Mais voilà, il faut que je cible vraiment une niche et pas, par exemple, je ne peux pas cibler toutes les missions de product owner. Pourquoi? Parce que, déjà, je serai en concurrence avec énormément de candidats, et dans ces candidats, il y aura forcément des candidats qui seront plus experts que moi, et c'est ceux-là qui vont être retenus. Donc, ça ne sert à rien, de perdre son temps à essayer de postuler en masse. Non, spécialise-toi, trouve ton positionnement. Tu as peut-être une expertise sur un secteur d'activité, peut-être que tu as fait énormément de banque et assurance, peut-être, et donc du coup, tu vas chercher une mission, par exemple, de product owner en banque ou en assurance. Et là, tu vises là-dedans. C'est ça ton positionnement. Ou admettons par exemple, tu es expert data, voilà, et bah, des producteurs owner data, c'est super recherché en ce moment en 2025. Ça peut être un axe différenciant pour toi. Donc voilà, il faut que tu choisisses une spécialisation et que tu t'y tiennes. Et donc pour choisir ta spécialisation, tu peux regarder les offres sur le marché et tu peux commencer à récupérer des mots-clés qui vont te servir pour la deuxième phase, qui est du coup créer ton CV. Donc pour créer ton CV, créer ton CV. Première étape, c'est ta photo professionnelle. Alors,
Je sais qu'avec ChatGPT, maintenant, il commence à faire un peu des miracles, mais une photo professionnelle ne remplacera jamais une photo que tu prends même avec un ami, avec son téléphone. Vraiment, une photo professionnelle, il faut que tu commences à changer de mindset. Tu es un consultant freelance qu'on va payer 500 €, 600 €, 700 € par jour. Donc du coup, s'il te plaît, tu vas réserver une séance de photo avec un photographe professionnel. Ça coûte entre 60 à 80 € suivant les villes où tu es. Il va te proposer 3 à 4 photos professionnelles sur une séance de 1 heure. Et franchement, ça fera totalement la différence. Parce que quand le client il va voir tous les candidats, quelle est la première chose qu'il va voir sur ton CV? C'est ta photo. Sur ton profil LinkedIn, c'est ta photo. Donc, il faut que tu aies une photo professionnelle. Et vraiment, fais-le avec un photographe professionnel. Vraiment, c'est vraiment une des choses qui fait la différence. Donc encore une fois, là, tout ce que je vais te dire là sur ces étapes pour trouver une mission, c'est ce que j'explique aux consultants que je coach, c'est que en fait, il n'y a pas de formule magique pour trouver une mission. Pour trouver une mission, en fait, il faut suivre toutes les étapes là que je suis en train de te décrire et être meilleur à chaque étape. Mais être meilleur, il n'y a pas de hack ultime. C'est en fait faire les choses proprement, faire les choses de manière professionnelle. Il n'y a pas de secret que... Non, c'est du bon sens, mais il faut les appliquer. Et tout le monde sait qu'il faut prendre une photo professionnelle et personne ne le fait. C'est la première étape, donc fais-le. Donc voilà, une photo professionnelle. L'utilisation de Canva Pro, donc voilà, utilise bien la version Pro et pas la version gratuite parce que vraiment, il y en a marre. Tous les recruteurs, ils en ont marre de voir toujours le même CV et je les comprends. Donc utilise Canva Pro pour voilà, aller essayer de choper des templates payants voilà, qui ressemblent un peu à ta personnalité et après tu pourras customiser, etc. Après, tu peux faire un vieux CV Word, je ne te le conseille pas, ou un CV sous PowerPoint, c'est ce que je faisais à l'époque. Canva, vraiment, c'est vraiment le template parfait. Donc, passe plutôt du temps à chercher un template payant, sympa sur Canva, que à vouloir tout recommencer depuis le début sur un Word ou sur un PowerPoint. Quand tu utiliseras par contre sur ton CV Canva, attention, il ne faut pas de graphique et pas d'échelle de niveau. Tu sais, quand tu veux dire ton niveau d'anglais sur 5, tu mets 5 points et tu colories par exemple les 3 ou 4 ou 5 points. N'utilise surtout pas ça parce que les ATS, donc, alors je me souviens plus ce que ça veut dire l'acronyme, mais par contre, en fait, c'est des machines automatiques qui vont scanner en fait les CV dès que les candidats vont les poster. Et du coup, si jamais ils voient ça, tout de suite, ça ne passera pas cette étape-là. Ce qui est dommage. Donc du coup, quand tu créeras ton CV, surtout ne mets aucun graphique, des diagrammes en barre ou des camemberts ou des points pour l'échelle de niveau. Non, t'es sobre, tu mets que des mots ou des phrases. Après, donc, il faudra bien sûr respecter ta structure de CV, mais du coup, ça, les templates de Canva le font bien. Donc, c'est toujours 5 parties. J'ai fait toute une vidéo dédiée, YouTube dédiée, si tu veux la regarder. Donc, il faut cadrer, faire une phrase d'intro, une phase de cadre. Mettre tes expériences pro, par contre ne pas les détailler, être synthétique. Il faut mettre tes diplômes, tes certifications. Franchement, c'est bien d'avoir une certification récente, comme ça montre que tu continues à te former. Pareil, j'ai fait une vidéo pour montrer comment avoir rapidement sa certification Product Scrum Master ou Product Owner de niveau 1 en 24 heures. Je les ai eu personnellement les deux en 48 heures, en 24 heures chacun. Donc regarde mes vidéos, je t'invite. Mettre tes compétences clés. Donc compétences clés, tu en as deux sortes. Tu mets tes compétences, tes soft skills et tes compétences hard skills. Donc hard skills, facile, c'est des compétences techniques. Si tu sais faire voilà, du Java, du React ou par exemple du Salesforce, du Magento, voilà, toutes tes expertises techniques. Et après, tu mets 5 compétences, tes soft skills. Donc tes compétences, ton savoir-être. Par exemple, moi, quelles sont mes compétences que je mets en avant? C'est l'esprit d'équipe, capacité d'adaptation, écoute, enfin voilà, tu t'en choisis 5, autonomie, rigueur, etc. T'en choisis 5 et tu les mets sur ton CV. Ça permettra un peu de te différencier des autres candidats. Et bien évidemment, tes infos personnelles. Alors ne pas mettre ton adresse, mais tu peux mettre ton numéro de téléphone pour qu'il puisse te contacter. Il faut que le CV soit sur une seule page. S'il te plaît, si tu as moins de 10 ans d'expérience, ne mets pas ton CV sur 2 pages. Mets-toi à la place du recruteur. Le recruteur reçoit plus de 200 CV. Alors, peut-être pas 200 CV par jour, j'exagère, mais quand même, il reçoit énormément de CV par jour. Donc, mets-toi à sa place et facilite-lui le chemin en ne faisant qu'une seule page de façon claire et structurée et synthétique.
Voilà, donc ça sera pour créer ton CV. Après, tu pourras optimiser ton profil LinkedIn. Donc pareil, tu pourras utiliser ta photo professionnelle. Pour optimiser ton profil LinkedIn, donc il faut qu'il soit complet. Donc il faut que tu mettes un titre accrocheur, par exemple chef de projet en e-commerce, avec une expertise sur Magento ou Salesforce Commerce Cloud. Voilà, tu vois, tu mets un titre très niché. Il faut que tu crées une petite bannière, toute simple. Pareil, tu vas sur Canva Pro et tu pourras récupérer une bannière LinkedIn que tu pourras customiser par rapport à ton profil. Une description où tu marques, voilà, quelques petites descriptions, quelques lignes de description pour te montrer, te cadrer. Par exemple, bonjour, moi c'est Lucas et Sharon, chef de projet senior avec plus de 10 ans d'expérience dans le conseil en transformation digitale. J'interviens au sein des blablabla. Voilà, tu poses le cadre. Tu peux rajouter tes soft skills aussi dans cette partie description. Et à la fin, tu marques bien. Donc, je suis disponible pour rejoindre vos équipes projet à partir de... Et là, tu mets la date. Très important, le SEO, il faut que tu détailles au maximum tes activités de chacune de tes expériences professionnelles sur LinkedIn. Alors sur ton CV, il faut être synthétique, une phrase pas plus. Autant sur LinkedIn, il faut jouer le SEO à fond. Donc oublie les gens qui te disent oui, il faut faire du teasing, il faut mettre que très peu pour inciter aux recruteurs de te rencontrer et discuter avec toi. Non, ça c'est complètement faux, c'est faux, archi faux. Ces sections, description de l'activité dans chacune de tes expériences professionnelles, il faut les remplir au maximum. Pourquoi? Car là-dedans, tu vas pouvoir mettre des mots-clés et en fait, quand les recruteurs vont rechercher un product owner e-commerce qui sait faire gérer du backlog, gérer les priorités, créer des supports, faire de la recette fonctionnelle, et ben, si ces mots-clés sont dans tes descriptions, tu vas augmenter de ranking dans les résultats de recherche. Donc, use et en réabuse de ces parties description d'activité. Donc voilà, une fois que tu as trouvé ton positionnement, tu as créé ton CV, tu as optimisé ton profil LinkedIn, tu vas pouvoir du coup créer tes profils sur les plateformes freelance. Alors, les plateformes freelance, franchement, il ne faut pas que tu te prennes la tête. Il n'y en a que 3 sur vraiment tu dois faire ton focus. C'est Freework, Malt et HelloWork. Tu connais la règle du 80-20. Et bah, ces 3-là, elles couvrent... Enfin, ces 3 plateformes, c'est les 20% qui couvrent 80% des missions qui sont sur les plateformes de freelance. Donc quand tu voudras postuler à des missions, c'est sur ces 3 plateformes qu'il faudra postuler. Alors, Malt, c'est un process un peu différent, si tu ne le connais pas encore. Tu ne peux pas postuler sur des missions, tu crées ton profil et en fait, suivant ce que tu as mis sur ton profil, chaque jour, chaque semaine, tu vas recevoir des offres qui sont en lien avec ton profil. Donc, ce n'est pas toi qui postules directement, c'est des offres qui arrivent à toi chaque jour, chaque semaine, et après, tu réponds à la négative ou pas, ou tu déclines si elle ne t'intéresse pas la mission. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, pareil, je ferai une vidéo dédiée pour expliquer comment bien utiliser Malt. Et après, donc, tu as d'autres plateformes, Le Gratin, le Hibou, Mon Consultant Indépendant. Je te les mettrai en description de cette vidéo pour t'expliquer quelles sont les autres plateformes. Mais ça, je dirais que c'est dans un deuxième temps, quand vraiment tu es au bout de 3-4 semaines de recherche et du coup, tu veux élargir encore plus. Du coup, tu peux aller sur ces plateformes pour essayer de vraiment, entre guillemets, racler les fonds de tiroir et récupérer des missions. Mais ne focus pas ton attention au départ sur ces plateformes-là. Les 3 plateformes que tu dois viser, c'est Freework, Malt et HelloWork. C'est vraiment là que tout se passe pour trouver des missions freelance. Donc voilà pour l'étape de préparation. Je t'avais dit que cette vidéo allait être longue, mais reste avec moi encore et jusqu'à la fin parce que je vais vraiment te décrire toutes les étapes. Donc encore un petit peu de concentration. Donc la deuxième étape pour trouver une mission, c'est la prospection. Donc une fois que tu es bien préparé, que tu as ton CV, ton profil, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première partie, ça va être d'ajouter des personnes sur LinkedIn. Donc les personnes sur LinkedIn, qui c'est qu'il faut que tu ajoutes? Donc les recruteurs, les ESN. Donc c'est simple, quand tu vas commencer un peu à aller sur LinkedIn, à parcourir, regarder dans ton fil, tu vas pouvoir commencer à voir des personnes qui ont liké des posts de recruteurs qui disent « Ah bah je recherche un product owner, ah je recherche un chef de projet ». Et bah tu likes son post et tac, tu lui envoies une demande de connexion et après tu pourras lui envoyer des messages. Donc il faut ajouter des personnes, les recruteurs, les ESN, tes clients cibles. Donc par exemple, si tu cherches une mission dans un secteur spécifique, tape l'entreprise que tu recherches, regarde qui est le CTO, regarde qui est le Chief Digital Officer, qui est le CMO, donc le Marketing Officer, qui est le DSI. Donc voilà, ça c'est tes clients cibles. Ajoute-les sur LinkedIn.
pour après leur envoyer un message. Et bien évidemment, aussi ajoute, si ce n'est pas déjà fait, tout ton ancien réseau, que ce soit tes anciens clients, tes anciens collègues. Ça, il faut vraiment que ce soit une gymnastique et une routine dans ta vie professionnelle. J'espère que tu le fais si ce n'est pas encore fait, mais il faut que tu prennes l'habitude dès que tu rencontres des gens, alors peut-être pas dans l'heure, mais au bout de quelques jours, une fois que tu as fait quelques ateliers de travail avec eux au sein de ta mission, il faut que tu les ajoutes sur LinkedIn. Comme ça, tu pourras les contacter après, surtout si ta mission elle s'est très bien passée. Et donc, une fois que tu as ajouté toutes ces personnes, bah, tu leur envoies des messages, bien évidemment. Alors, attention, envoie des messages, s'il te plaît, pas de messages pushy. Alors, qu'est-ce que c'est que des messages que j'appelle des messages pushy? C'est quand, tu sais, on a forcément reçu, où des gens ils font un copier-coller, ils te disent « Oui, bonjour, alors je suis chef de projet honneur, voici mes trucs, est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous avez une mission pour moi, n'hésitez pas à me contacter ». Non, ça c'est le truc, c'est tu fais du spam, personne ne t'attend, et en fait, tu déranges les gens quand tu envoies des messages comme ça. Non, en fait, le véritable clé pour envoyer un bon message, c'est que tu envoies un petit message un peu informel. Bonjour, j'ai vu que tu es ça, et tu trouves une question d'accroche. Donc pareil, ça on le verra un peu dans une autre vidéo. Mais il faut que tu poses des questions et énormément de questions à cette personne. Et surtout, il ne faut pas que tu ne poses dans ton premier message. En fait, il faut que ce soit une conversation naturelle avec la personne. Donc tu envoies un premier message pour lui dire bonjour, comment ça va. Alors, trouver quand même une question d'accroche. Mais il faut que tu trouves cette question d'accroche pour initier la discussion avec elle et après, de fil en aiguille, ah d'accord, donc vous êtes sur quoi en ce moment? Ah bah moi je suis sur tel projet, ah ok, bah écoutez, moi aussi je sors de chez un client où j'ai traité les mêmes problématiques et du coup est-ce que vous avez pensé à ça? Ah oui, effectivement, je n'ai pas pensé à ça. Ah bah écoutez, très bien, bah écoutez, je suis disponible, ça vous dirait qu'on fasse un call, un rendez-vous ensemble? Tu vois, c'est beaucoup plus sympa en fait d'amener un rendez-vous en échangeant et en posant des questions et en faisant un véritable échange que d'aller dans butin blanc, de dire bah voilà, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous. Donc voilà, pose des questions et après tu demandes un rendez-vous. Une fois que tu as fait ça, tu pourras commencer à postuler à des offres. Donc postuler à des offres sur les 3 plateformes que je te disais. Sauf Malte qui a un comportement un peu différent. Mais voilà, prends une routine de 1 heure par jour sur Freework, HelloWork, les autres plateformes et LinkedIn. Alors, LinkedIn, attention. Freework, donc tu verras, c'est vraiment très simple. Tu envoies ton CV, tu recherches des annonces et si l'annonce te plaît, tu envoies ton CV. Un CV personnalisé, attention. Vraiment, si tu veux avoir une mission et être le top candidat, c'est comme la photo professionnelle. Si tu veux te démarquer des autres, eh ben, font ce que les autres ne font pas. En l'occurrence, ce que font les autres, c'est qu'ils n'ont pas de spécialisation et ils postulent en masse. Toi, montre que tu es différent, que tu es très intéressé par la mission et du coup, chaque offre, tu reprends les mots-clés qui est dans l'annonce et tu les mets sur ton CV. C'est comme ça que tu te différencieras des candidats. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, par rapport à la plateforme LinkedIn, alors sache que tu pourras postuler à des offres LinkedIn, mais tu le verras par toi-même, tu as 200, 400 candidats qui postulent. Alors, est-ce que c'est une raison pour ne pas postuler? Non, tu peux postuler via LinkedIn, mais sache que tu seras noyé dans la masse et en tout cas dans les consultants que j'ai accompagnés pour trouver une mission, rares sont ceux qui ont trouvé une mission grâce à LinkedIn. Mais par contre, ça te peut donner de voir un peu le marché, de voir quel secteur d'activité recrute, ça peut être intéressant. Mais ce ne sera pas ton canal d'acquisition premier. Par contre, tu peux l'utiliser, mais sache que voilà, ce ne sera pas vraiment ce canal-là qui rapportera. Et Malte, donc tu pourras ajuster ton profil pour avoir plus ou moins des missions. Je m'explique. Donc comme je te disais il y a quelques minutes en arrière, Malte, en fait, suivant le profil que tu vas mettre, les mots-clés que tu vas mettre, qui vont être un duplicata de ton CV et de ton profil LinkedIn, je te le rappelle, et bien en fait, tu vas commencer à recevoir chaque jour ou chaque semaine des propositions de missions sur lesquelles tu vas pouvoir postuler. Très bien. Donc en fait, mon conseil, c'est que quand tu commences et que tu fais ton profil Malte, sois le plus large possible et ne sois pas le plus restrictif possible. Mets beaucoup de localisation sur lequel tu serais prêt à te déplacer. Mets des TJM variables, varie tes TJM, voilà, sur des tranches de 50 €, varie-le. Et varie aussi les critères de mission que tu souhaites. Pourquoi? Parce que plus tu es large, plus tu commenceras à recevoir pas mal de demandes de missions. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte qu'il y a des missions, non, tu les veux vraiment pas du tout. Et à ce moment-là, tu pourras rajuster ton profil Malte et commencer à mettre des mots-clés ou au contraire, enlever des critères que tu ne veux plus recevoir comme mission. Donc vraiment, je te conseille de faire comme ça parce qu'en fait, il y a plein de consultants que j'ai accompagnés qui étaient frustrés parce qu'ils ne recevaient aucune mission de Malte, alors qu'en fait, il y en a énormément des missions sur Malte. Donc vraiment, commence large et après, tu ajustes ton profil Malte pour en avoir de moins en moins, enfin, des missions beaucoup plus ciblées.
Voilà, et après, dans ta phase de prospection, il faudra que tu commences à commenter et liker des posts LinkedIn. Voilà, donc une routine de 30 minutes par jour. Ça permet d'agrandir ton réseau, trouver des offres, parce qu'il y aura des recruteurs qui posteront des offres sur LinkedIn, mais en mode post, pas un véritable offre de post sur LinkedIn, ce sera plutôt un post, la post d'un post, hein, tu m'as compris, sur LinkedIn. Et voilà, et en fait, le fait de commenter et de liker des publications sur LinkedIn, ça te permettra de remonter dans les résultats de recherche. Ce qui sera indispensable quand justement des recruteurs vont taper je cherche un product runner sur Lyon. Le fait que tu as été commenté et que tu as été du coup actif sur LinkedIn, il considère l'algorithme considère en tout cas que tu es actif, donc tu es en recherche d'une mission, donc du coup, il va te remonter en haut. Donc surtout, optimise ton profil LinkedIn et sois actif, commence à commenter. Franchement, n'aie pas la phobie de « Oh putain, il y a des recruteurs qui vont me voir si je commente n'importe quoi ». Non, franchement, tu commentes, il n'y a personne qui va voir ton commentaire à part le créateur qui aura mis ce post. Donc vas-y, si tu vois un truc intéressant, commente. Si tu vois un post, dis que tu es disponible ou que tu envoies un message ou que tu lui demandes une connexion. N'hésite pas à commenter et à liker les posts, vraiment. Donc voilà, ça ce sera pour la partie prospection. Maintenant, les entretiens avec les intermédiaires. Alors, voilà, c'est là ce que je mettais. Est-ce qu'il faut prospecter en direct ou via une intermédiaire, une ESN? Alors, si tu me regardes, normalement, tu es un chef de projet, un product owner ou un consultant fonctionnel, donc un AMOA, un business analyst, voire un PMO, voilà. Mais tu n'es pas un développeur. En fait, nous, on intervient sur des missions dans des grands groupes. C'est notre cœur de métier. On peut intervenir dans des PME, mais ce n'est pas notre cœur de cible. Si tu es un développeur, effectivement, tu peux aller en direct avec une PME, elle l'acceptera. Par contre, un grand groupe, elles ont des centrales d'achat. Et en fait, pour éviter aussi que le directeur d'un grand groupe laisse passer son neveu et qu'il le paye en direct, du coup, il y a des centrales d'achat qui disent « non, on va répertorier telle entreprise et c'est avec telle entreprise, tel cabinet ESN que l'on va travailler ». Donc du coup, tu ne pourras jamais ou très peu signer en direct les grands groupes. C'est vraiment le Saint Graal si tu y arrives. Donc du coup, au lieu de lutter, de dire « ouais, moi ce que je veux c'est vraiment trouver une mission en direct », non, le marché c'est tu es obligé de passer par une ESN. Donc sois plus intelligent, n'essaye pas de lutter contre le marché, mais adapte-toi au marché. En l'occurrence, passe par un intermédiaire, passe par une ESN, ce sera beaucoup plus simple. Par contre, du coup, donc passer par une ESN, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va sauter ça, mais j'en reviendrai juste après. Donc, il faudra fixer ton TJM. Donc, forcément, quand tu vas fixer ton TJM cible, donc en regardant un peu sur le marché à combien se vaut des consultants comme toi, dans ton domaine d'expertise, ton secteur d'activité et à ton niveau d'expérience. Donc, tu pourras faire ton TJM cible. Par exemple, chef de projet senior en e-commerce, avec 10 ans d'expérience, suivant la ville, tu peux osciller entre 500 à 700 euros par jour en TJM. Et par contre, du coup, si tu passes par un ESN, forcément, tu vas devoir baisser de 10 à 15% ton TJM. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, les ESN, il faut qu'elles vivent elles aussi, et elles vont mettre sur ton TJM 10 à 15%. C'est normal, c'est comme ça que fonctionnent les ESN, parce que du coup, en fait, elles sont un apporteur d'affaires, voilà, c'est normal. Il faut voir ça comme un service, parce que du coup, ils te mettent en relation avec des grands groupes, mais du coup, c'est eux qui te mettent en relation, c'est eux qui vont chercher les missions et qui te les offrent à toi. Donc en fait, il faut pas voir en fait la commission sur ton TJM comme un truc de mauvais en soi. C'est comme un service en fait que te donne l'ESN. Donc dans un premier temps, comme tu n'as pas de réseau pour le moment quand tu te lances, du coup, il faut accepter de passer par un intermédiaire et du coup d'avoir cette commission-là. Après, si tu arrives à signer en direct, je suis super content pour toi. Moi, là maintenant, au bout de 5 ans, je signe en direct, mais c'est parce que j'ai un réseau. Quand j'ai commencé, j'avais pas de réseau, j'étais obligé de passer par une ESN, et du coup, ils ont pris 15% sur moi. C'est le jeu, c'est comme ça. Donc tu ne peux pas lutter contre ça, adapte-toi par rapport à ça. Voilà, donc du coup, quand tu feras tes entretiens avec les intermédiaires, le ESN, il faudra présenter ton profil. Ça te permettra aussi de récolter des infos sur le marché. Et aussi, il faudra créer ton dossier de compétences. Alors c'est un peu relou. Pour chaque intermédiaire, il faudra que tu crées un dossier de compétences, même si dans le fond, c'est à chaque fois la même chose. Chacun a un propre template sur un PowerPoint. Pareil, tout comme ton CV, quand tu postules à une offre qui doit être personnalisée, personnalise au maximum ton dossier de compétences par rapport à l'ESN. Ça montrera quoi? Ça montrera que tu es un candidat motivé pour le recruteur, que tu t'adaptes, que tu réponds rapidement. Pareil, ton dossier de compétences, n'attends pas 3 semaines pour le renvoyer.
Un dossier de compétences, mec, tu es en recherche de mission, en 48 heures maximum, il doit être refait, si ce n'est dans les 24 heures. Donc voilà, ton dossier de compétences, une fois que tu as rencontré l'intermédiaire, tu devras forcément en faire un, fais-le le plus rapidement possible. Et voilà, et surtout ne pas faire un simple copier-coller, sinon tu resteras en bas de la pile. Donc sois plutôt en haut de la pile en faisant un truc propre et dans les temps. Le recruteur, il a envie de bosser avec des consultants freelance qui sont réactifs, qui ne va pas lui poser de problème et qui sont compétents. Et en faisant ça, tu démontres quoi? Que tu es compétent et professionnel. Voilà, après il faudra bien évidemment relancer ces intermédiaires et ces ESN, parce que voilà, eux aussi ils ont 200 candidats par jour, j'exagère un peu mais c'est un peu l'idée. Donc toutes les 2 semaines, n'hésite pas à les relancer, soit par message, soit par téléphone, soit par LinkedIn. Tu trouves un canal, mais il faut les relancer pour dire bon voilà, moi je suis dispo, est-ce que tu as montré mon CV, etc. N'hésite pas à les relancer, au contraire, il vaut mieux les relancer et montrer que tu es actif que l'inverse. Voilà, donc la commission on en a parlé, et du coup, comment trouver une mission rapidement? Alors, je te le dis là, même si on est dans un guide complet, pour trouver une mission rapidement, tu auras toujours en fait la mission idéale que tu veux, où tu auras énormément de critères. Tu veux un TJM à 700 € par jour, tu veux du full remote, tu veux que ça soit dans le secteur du retail, tu veux que des postes fonctionnels, bref, tu as énormément de critères versus tu prends tout ce qu'il y a sur le marché. Donc forcément, pour trouver une mission rapidement, il va falloir choisir. Donc bien évidemment, je ne te dis pas qu'il faut être dans les extrêmes, que ce soit de tout prendre ou d'avoir des critères de fou, mais en fait d'être entre les deux. C'est-à-dire tu as une spécialisation et après tu choisis 1, 2 maximum de critères qui sont intransigeants. Donc, par exemple, tu veux un TJM cible 700 € par jour, tu ne veux pas bouger là-dessus. Ok, par contre les autres critères, il va falloir être flexible. Donc il va falloir être flexible sur le remote, il va falloir être flexible sur le secteur d'activité, il va falloir être flexible sur le type de mission. A l'inverse, si tu veux absolument une mission en e-commerce, ce qui était par exemple le cas pour moi, je ne voulais pas bosser dans le CRM ou une mission technique, mais par contre je voulais bosser dans le e-commerce. Du coup j'étais prêt à baisser mon TJM et j'étais prêt à faire du présentiel. Et du coup j'ai pu trouver une mission un peu plus rapidement que si je cherchais du e-commerce, du full remote, avec mon TJM cible. Voilà, donc sache qu'en fait pour trouver une mission, il va falloir jongler un peu entre tout ça. Jongler un peu avec les critères. Voilà, et après du coup, une fois que tu as fait les intermédiaires, il y aura les clients finaux. Donc les clients finaux, hop. Donc comment réussir les clients finaux à les convertir. Donc du coup, il va falloir bien évidemment préparer ton entretien. Donc préparer ton entretien, bien évidemment, il va falloir connaître ton pitch par cœur, là où tu poses ton cadre. Tu sais, ton pitch, c'est quoi? C'est « Bonjour, moi c'est Lucas Secharon, je suis chef de projet senior freelance avec 10 ans d'expérience. J'ai ça comme expertise, je suis intervenu chez 5 clients, blablabla. » Tu vois, tu poses le cadre. C'est ça ton pitch et le cadre que tu dois poser à chaque entretien. Il faudra bien évidemment structurer ton entretien, récolter un maximum d'infos quand tu seras en entretien, trouver à chaque fois 5 questions pendant ta préparation, pour bien évidemment bien réussir l'entretien avec ton client final et demander des infos en entretien avec l'intermédiaire. Donc après tu pourras réaliser l'entretien. Donc pour bien réussir ton entretien, il faut que tu fasses comme si c'était le premier atelier de la mission. C'est vraiment ça qui fera la différence pour réaliser et transformer ton entretien avec le client final. En fait, il faut qu'il sente le client final comme si tu étais déjà en fait dans le premier jour de la mission avec lui et qu'il se voit directement commencer dès lundi prochain avec toi. Et c'est ça qui fera la différence vraiment avec les autres candidats, c'est s'il arrive à se projeter. Et pour qu'il arrive à se projeter, il faut que toi, dans ton mental, dans ton mindset, que tu fasses comme si c'était en fait le premier atelier de la mission. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et du coup, il faut que tu poses des questions encore et encore. C'est quoi le projet? Bonjour monsieur, c'est quoi le projet sur lequel vous souhaitez que j'intervienne? Ok, quels sont les objectifs? À quelle étape vous êtes? C'est quoi les choses bloquantes? Ok, très bien. Et c'est quoi les prochaines étapes? Voilà. Et tu dois prendre des notes. Tu prends des notes, tu prends des notes, tu prends des notes. Pour montrer en fait que tu es déjà en atelier en fait avec lui. Et tu vas commencer dès lundi en fait. Il faut que tu poses énormément de questions. Et aussi à la fin, bien évidemment, il faudra que tu fasses une synthèse à la fin de l'entretien pour montrer ton esprit de synthèse et que tu vas surtout capter les éléments clés de l'entretien. Voilà, le petit tips, si tu es en entretien avec le client final, c'est que tu es déjà la bonne personne pour la mission. Donc, tu n'es pas en train d'essayer de le convaincre. Non, tu es déjà cette personne. Donc, ton but, c'est de se projeter ton futur client comme si tu commençais déjà la mission. C'est ça qui fera toute la différence. Une fois que tu as réalisé l'entretien,
indispensable. Il y en a trop de consultants qui se posent la question, est-ce que je dois envoyer un message de relance? Oui, au bout de 24 heures, tu envoies un message de confirmation pour en fait confirmer ta motivation d'aller sur cette mission chez ce client. Donc, comme tu passes par un intermédiaire, il ne faut jamais skipper l'intermédiaire. Tu envoies ce message à l'intermédiaire qui fera un grand plaisir de transférer ce message au client final. Et crois-moi, rien que cet email-là, voilà, ça fait encore partie de toutes ces choses. Tu te dis, mais oui, c'est simple, il faut le faire, mais personne ne le fait. Et vraiment, encore une fois, c'est toutes ces petites étapes, toutes ces petites choses, tu es un peu au-dessus des autres. Et bien, comme tu as été un peu au-dessus des autres sur toutes ces étapes, et ben, tu es le candidat idéal pour trouver cette mission-là. Et après, décision finale, bah, si c'est OK, bah, bravo à toi, tu as trouvé la mission. Et si c'est KO, et bah du coup, surtout, tu remercies toujours le client final pour cet entretien. Dis-lui que tu as passé un super moment, tu as senti un bon feeling, etc. Et tu demandes un feedback. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas eu la mission. Ah oui, monsieur, on ne vous a pas pris parce qu'il y avait ça qui n'allait pas. Ah, parce que tel candidat avait telle expertise. OK, bah, très bien. Récolte un maximum de feedback pour que tu sois meilleur la prochaine fois avec le prochain client. Et propose toujours de rester en contact. Oui, car je te le rappelle, en 3 à 6 mois, il peut se passer beaucoup de choses. C'est pas parce que l'autre candidat qui a été sélectionné devant toi, bah peut-être que lui, il est sur d'autres missions. Et peut-être que finalement, la mission sur laquelle là, ce client-là lui a dit oui, il a sélectionné, mais peut-être que dans 2 mois, il va en sélectionner une autre mission, ce candidat-là, ou peut-être que tout simplement, il ne va pas aimer et il va partir, il va rompre sa période d'essai. Donc reste toujours à l'affût et remercie et reste en contact avec les personnes que tu as rencontrées. Et n'oublie pas de les relancer régulièrement, car au bout de 6 mois, peut-être qu'il y a une autre personne qui va partir de son équipe, ou au bout de 3 mois. Et il se souviendra de toi, qu'il avait passé un bon entretien, et là, il va te proposer la mission. Donc reste toujours en contact, remercie les clients, demande le feedback et reste en contact avec eux. Donc voilà pour la partie, du coup, trouver une mission en freelance. Et maintenant, on va le faire rapidement. Allez, encore un peu d'effort. On va regarder comment sécuriser ta mission en freelance. Donc une fois que tu as signé ta mission, donc une fois que tu as signé ton contrat, donc bien sûr, il faudra vérifier les conditions, le TJM, la durée du contrat, ta date de début, le préavis de départ, la période de règlement. Donc voilà, il faudra bien sûr vérifier tout ça, ton contrat avant de signer. Après, tu pourras du coup commencer ta mission. Donc là, il faudra bien sûr respecter la règle des 90 jours. Donc la règle des 90 jours, c'est quoi? Et bien en fait, les 90 premiers jours où tu interviens chez un client, il faut que tu sois impeccable. Il faut que tu sois professionnel. En fait, les 90 jours, c'est les plus importants, comme quand tu es en CDI d'ailleurs, parce que du coup, c'est là où en fait, on va te juger, on va remarquer comment tu travailles. Et en fait, à partir de ces 90 jours, si tu as bien fait le taf, en fait, on te foutra la paix. Parce que du coup, la confiance sera établie, le rapport sera établi, et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour toi pour travailler sur le long terme avec eux. Car je te le rappelle, tu recherches une mission, en général, c'est pour intervenir sur 12 mois minimum, voire plus. Moi, chez Zadig & Voltaire, je devais arriver chez un client qui s'appelle Zadig & Voltaire. Je suis intervenu au départ, je devais intervenir 6 mois, et cette mission, elle s'est transformée en 18 mois. Tu vois, donc vraiment, la règle des 80 jours, hyper important quand tu arrives en mission. Après, donc, il faudra bien sûr faire la facturation client. Donc facturer, moi je facture le 2 de chaque mois, voilà, c'est une petite routine. Et voilà, sache-le, tu auras un règlement sous 30 à 60 jours. Ne cherche pas, c'est toujours comme ça pour les fournisseurs, ils te régleront sous 30 à 60 jours. Après, dans l'administratif, les déclarations, donc comme je te le disais au tout début de la vidéo, donc tu auras 2 déclarations à faire. La déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, ils vont te prendre en 2025 24,6% de ton chiffre d'affaires. Donc sur 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel par mois, tu as 2 460 euros qui vont partir à l'URSSAF. Voilà, c'est comme ça. Hein. Tu pourras faire une déclaration au semestre ou en mensuel. Et après, ta deuxième déclaration, ça sera la TVA, donc sur impôt.gouv.fr, où donc du coup tu auras ta déclaration pour ton entreprise professionnelle à faire. Donc pareil, soit tu le fais une fois par... Ah oui, par contre la TVA, soit tu le fais en une période annuelle, ce qui est très bien pour commencer, soit tu le fais en mensuel, ce qui est bien une fois que tu as bien lancé ton activité. Après, il y aura la tenue de comptabilité. Donc je te conseille, comme je te le disais en début de vidéo, il n'y a pas besoin de tenir une comptabilité véritable quand tu es auto-entrepreneur. Mais par contre, pour toi, pour t'y retrouver, c'est bien de tenir un petit fichier Excel et de noter tes dépenses et tes revenus. Et enfin, dès à présent, tu crées une trésorerie. Donc, comme je te le disais, tu as un compte bancaire professionnel, tu as un compte bancaire personnel.
tu te verses chaque mois, comme si tu avais un salaire, comme si tu avais un CDI, tu te verses par exemple 2500 € ou plus ou moins, suivant ton niveau de vie. Et tu ne vides pas en fait tous tes revenus de ton compte bancaire pro directement vers ton compte bancaire personnel. Parce qu'il faut que tu commences à te créer une trésorerie. Pourquoi? Parce que bien évidemment, la mission que tu as trouvée, eh ben, elle va s'arrêter à un moment donné et du coup, tu seras en transition. Et quand tu seras en transition, tu ne seras pas payé. Quand tu seras en vacances, tu ne seras pas payé. Quand tu seras en arrêt maladie, alors mauvais exemple, arrêt maladie, tu peux être repayé quand même. Mais donc du coup, voilà, il faut que tu anticipes parce que voilà, maintenant c'est terminé la vie de salarié, tu n'as pas de congé payé, donc du coup, si tu ne bosses pas, bah, tu n'as pas de salaire. Et du coup, pour continuer à te verser toujours ces fameux salaires mensuels de 2500 € par exemple, et bah du coup, il faut que tu crées cette trésorerie sur ton compte bancaire professionnel. Voilà, et donc là, idéalement, il faudrait garder 6 mois de trésorerie, mais vraiment idéalement quoi. Et voilà, et tu finis en freelance en mission. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc bien évidemment, il y a des prochaines étapes. Optimiser ton statut, déléguer certaines tâches, équiper ta vie de freelance et partir faire le tour du monde. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Voilà. Du coup, voilà. Maintenant, tu as toutes les étapes. Tu as vraiment ce guide complet, donc franchement, si tu as réussi à tenir jusqu'au bout de la vidéo, je te dis déjà félicitations. Alors du coup, tu es même obligé de mettre un pouce en dessous de cette vidéo et d'abonner, parce que si tu as tenu jusque-là, c'est que je pense que le contenu t'a intéressé, et dans lequel cas, n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui t'a plu dans cette vidéo, et surtout, pour t'aider encore plus loin, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai dans une autre vidéo. En tout cas, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!